Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro des rencontres littéraires initiées dans le cadre du Salon national du livre édition 2023 qui se tient ici sur l'esplanade du Palais des Congrès. Notre invité de ce jour est un philosophe à ses heures perdues. Il a fait des études en philosophie en tout cas. C'est un essayiste également et un romancier. Grand prix littéraire d'Afrique noire de 2004. Une distinction à lui offerte pour son roman Place des Fêtes. Sami Chak, de son nom de plume, et Sadamba Chakoura, à l'état civil, est un écrivain togolais, iconoclaste par son style particulier et ses écrits qui font référence, la plupart, à l'Afrique. Sami Chak, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Sami Chak, vous vous interrogez souvent dans la plupart de vos ouvrages sur l'Afrique. Est-ce là une obsession ou une insatisfaction de ce que vous auriez aimé voir l'Afrique être? Oui, je dirais les deux. Pourquoi une obsession? Tout simplement parce que je suis africain et que le destin du continent africain m'interroge. Oui. Une insatisfaction parce que si j'avais pensé que l'Afrique, le continent globalement tel qu'il est, correspondait à mes rêves, je ne me poserais plus de questions. Mais je peux ajouter quand même que y a-t-il un continent tout entier qui corresponde aux rêves de qui que ce soit au monde? Donc, l'écrivain s'interroge quand même sur ce qui le regarde vraiment en premier lieu. Moi, dans mon cas, mon continent. Alors justement, l'un de vos ouvrages emblématiques d'ailleurs, Le continent de tout et du presque rien, est assez évocateur de ce cri de cœur ou peut-être même de ce ras-le-bol. Oui, le titre le laisse dans un premier temps penser, mais il faut que je dise à peu près de quoi il s'agit. Le continent du tout et du presque rien. Le continent du tout et du presque rien est plutôt un livre dont le narrateur est un ethnologue blanc venu dans un pays qui est le mien, le Togo, pour étudier un peuple qui s'appelle les Tim, dont moi-même je suis issu. Et c'est dans le cadre de sa thèse d'ethnologie. Ensuite, il va arriver quand même à des questions qui nous sont encore actuelles. Les Africains, dans leurs interrogations sur eux-mêmes, ont en général des questions qui rejoignent celles que les Occidentaux posaient sur eux. Pourquoi cette question se pose de cette manière-là? C'est parce qu'ils ont été eux-mêmes formés et formatés dans les écoles occidentales et par l'Occident. À partir de ces questions-là, moi, je m'interroge sur notre devenir de continent qui, en théorie, a tout et qui reste dépendant même intellectuellement. Qu'est-ce qui fait que nous soyons le continent qui a autant d'opportunités, autant même de richesses, autant de têtes, de cerveaux, mais qui reste celui dont les autres peuvent parler comme si nous n'étions encore et toujours que des objets de discours et non des sujets de discours sur nous-mêmes. C'est en partie le sujet du roman, en partie seulement parce que c'est quand même un roman de 320 pages, donc les questions qui sont posées sont nombreuses. Et donc c'est ce qui explique le choix de ce titre-là. Les titres cachent parfois aussi nos parcours. Comme vous l'avez souligné, j'ai fait des études de philosophie avant de continuer mes études avec une thèse de sociologie. Pour ceux qui sont habitués à la philosophie d'un certain Vladimir Jankélévitch, il y a un de ses textes en 3 volumes qui s'appelle « je ne sais quoi ». Le je ne sais quoi et le presque rien. Le je ne sais quoi et le presque rien. Et dans le 2e volume de Le je ne sais quoi et le presque rien a comme sous-titre Le malentendu. J'ai vraiment l'impression qu'entre l'Occident, globalement, je fais schématiquement en disant l'Occident, mais on va dire une partie de l'Europe, puisque la conquête est partie de l'Europe, et nous, Africains, globalement, il s'agit depuis les débuts d'un malentendu.
C'est pour ça que je me suis inspiré un peu de Jankélévitch pour donner un titre qui renvoie en écho au sien. Lequel malentendu perdure jusqu'à ce jour. C'est ce que je pense et je crois qu'il va même s'accentuer dans la mesure où moi, je suis né avec les indépendances. En 1960, j'ai 63 ans. Il y a des enfants qui ont 20 ans qui vivent ce malentendu-là avec violence. On le voit par exemple avec ce qui s'est passé au Niger ou au Burkina. Des gosses qui rejettent la France sont des gosses qui sont nés hier, qui sont même plus jeunes que moi, mon fils. J'ai un fils de 36 ans. Les gosses au Mali et au Burkina n'ont pas l'âge de mon fils. Et ils vivent ce malentendu-là dans leur chair, comme si ils étaient encore sous domination. Donc le malentendu perdure et devient même encore plus complexe à dénouer. Et justement, cela pourrait nous amener à nous interroger à quand la fin. Pour l'écrivain que vous êtes, est-ce que c'est un pont que vous avez déjà exploré? Oui, c'est vrai. La question, je me la pose à quand la fin? En même temps, est-ce que le malentendu aura une fin? Dans la mesure où, je reprends les exemples que je viens de donner, le Mali, le Niger, le Burkina. À un moment, voilà des pays qui, théoriquement, après des coups d'État, qui ont mis fin à des processus démocratiques, ont des dirigeants qui tiennent un discours que je peux entendre. Par exemple, maintenant, être autonome, choisir librement nos partenaires à nos propres conditions. Je l'entends, cependant, ça reste un malentendu dans la mesure où quand ils disent ça, ça signifie rompre avec des liens qui sont déjà très anciens, eux-mêmes rattachés à la colonisation, donc les liens avec la France. On n'a pas applaudi en disant ils ont raison, ils peuvent quand même choisir leur partenaire. On en est arrivé quand même à un conflit qui, comme nous parlons des salons du livre, aboutit quand même à ce que la France prenne une décision contre les artistes de ces pays-là. Donc, à quand on arrivera à l'idée qu'un peuple, quel qu'il soit, pourrait décider, grâce à certains de ses dirigeants, pas tout le monde, de choisir une autre voie, quitte à se tromper. À quand la fin? Je pense que ça finira. D'une manière ou d'une autre, ça finira, mais à quand et comment, je ne pourrais pas le dire. Ce sera peut-être le titre d'un prochain ouvrage que vous allez explorer. Oui, oui, c'est même le titre d'un ouvrage que je suis en train d'écrire d'ailleurs, que j'ai intitulé Ces sombres désirs d'Afrique. Parce que tout le monde semble nous aimer, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les désirs qu'ils ont pour nous? Je mets sombre à dessein parce que ce n'est jamais, un élan aussi sain que ça. Les autres nous désirent à leurs conditions et en général, c'est nous qui devrions payer les conséquences néfastes de l'amour qu'on a pour nous. Donc, ce roman qui s'intitule « Ces sombres désirs d'Afrique » est aussi l'exploration de la suite de ce continent du Sud. Alors, votre parcours académique qui vous a amené vers cette partie du monde, l'Amérique latine, et notamment à Cuba, au Mexique, ne serait-il pas également à la base de ces différentes interrogations sur le sort de l'Afrique? Oui, dans le continent du tout et du presque rien, j'évoque un anthropologue, sociologue qui a été aussi le directeur de thèse de celui qui va être le directeur de ma thèse, Georges Balandier, dont un des livres est cité dans le roman Afrique ambiguë. Il disait une chose, pour comprendre la France, pour mieux la comprendre, l'Afrique a été pour lui un détour. Je dirais que l'Amérique latine a été pour moi un détour. Je ne peux pas dire la connaître. Je ne connais pas l'Amérique latine. Je suis allé à Cuba, au Mexique, en Colombie. Mais ensuite, je me suis mis à lire leurs romanciers et à lire des textes sur eux. Je me suis rendu compte que les problèmes que nous soulignons, ils les ont de manière encore plus complexe. Les violences politiques, la corruption, la violence contre les journalistes, la violence contre les humanitaires. Et pourquoi ils ont ce problème-là? Je me suis rendu compte qu'il vient
de leur propre naissance, dans la mesure où ils arrivent sur un continent, ils en font la conquête dans la violence. Cette violence initiale est devenue un problème endémique. Je pense aussi que la colonisation a été une violence incroyable. À commencer même par la traite négrière. Oui. Ça a été une violence incroyable. Cette violence-là, nous continuons à en subir les conséquences et à la perpétuer nous-mêmes. Alors, on vous taxe de vous attaquer, non sans humour, à ce que d'aucuns appelleraient l'expression de racisme ambiant. Que répondez-vous à cela? Je me suis interrogé dans un roman, Place des Fêtes, à la question du racisme, surtout en partant des enfants nés là-bas, en France. Quand je dis là-bas, en France, de parents immigrés africains. Le livre est sorti en 2001, il y a donc 22 ans. Les questions que je me posais dans ce roman, en mettant en scène avec humour, c'était que deviennent des gosses dans une patrie qui est la leur, mais qui n'a pas vraiment besoin d'eux ou ne les considère pas comme étant les siens. Qu'est-ce qu'ils deviennent? À un moment, la question que je pose, elle est aussi celle que pose un père. J'ai des enfants qui sont nés là-bas. Mon fils aîné, lui, il vit au Togo, il est né au Togo, mais mes 2 filles sont nées là-bas. Je me pose les questions de ces enfants qui sont noirs comme moi. Que deviennent-ils dans un pays où l'identité, quoi qu'on dise, renvoie à la couleur de peau, c'est-à-dire à la couleur de peau blanche. Donc, je me suis posé cette question sur le racisme sans tomber dans le travers de dire qu'on peut tout expliquer par le racisme ou bien que le racisme expliquerait des comportements de la part de certains immigrés que moi-même je condamnerais sans aucune réserve. Et il faut dire que Place des Fêtes, justement, a été Grand Prix littéraire d'Afrique noire. C'était en 2004. En fait, non. C'est la fête des masques. Je pense que la confusion qui se fait vient de la proximité des titres. Place des Fêtes 2001, c'est la fête des masques qui est sortie en 2004 qui m'a valu le Grand Prix. Merci d'être passé. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À très bientôt.